Love Maimon, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous sur Tandem TV. Vous êtes directeur de recherche au JPPI, le Jewish People Policy Institute. Et selon une dernière enquête, une large majorité d'Israéliens sont en faveur de la proposition de Donald Trump d'un déplacement de la population de Gaza vers d'autres pays. J'ai souhaité vous interroger pour comprendre cette enquête. Quelles sont les croyances des Israéliens sur leur volonté de soutenir ce plan? Et puis la deuxième partie, évidemment, c'est est-ce que ce plan est réalisable? Cette enquête a quelques jours et puis un événement nouveau, puisque l'actualité ne s'arrête jamais ici, c'est que hier soir, Donald Trump a déclaré que les États-Unis voulaient s'impliquer personnellement dans la gestion de Gaza, quelque chose qui est encore un peu flou, mais qui fait déjà beaucoup parler. Pouvez-vous nous donner des éléments sur cette dernière enquête du GPPI? Voilà. Alors, la première chose à expliquer, c'est comment on fonctionne. Donc, on a un think tank, avec une boîte à pensée avec une cinquantaine de chercheurs et dans différentes disciplines. Et on a notamment un cluster, ça veut dire on a des sondages qu'on peut faire en permanence et en Israël et aux États-Unis sur ce que pensent les Israéliens, juifs et arabes d'ailleurs, sur toutes sortes de sujets. On a des réponses immédiatement. Donc, on a 8 000, 10 000 personnes qui répondent à nos différents questionnaires. Et donc, on a des réponses qui nous donnent des baromètres extrêmement importants, extrêmement utiles et extrêmement immédiats. Donc, par rapport à la question qui se pose évidemment, qu'est-ce qu'on pense de cette idée de Donald Trump de faire finalement un transfert de population, que les gens de Gaza seraient, pour des raisons humanitaires, acceptés dans d'autres endroits au monde, comme on a fait notamment, je donnerai historiquement, les conflits entre la Grèce et la Turquie ont été réglés en 1923 par des transferts de population. C'est douloureux, mais ça a arrêté des conflits qui duraient des centaines d'années. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu 12 millions d'almanophones, des gens qui parlaient allemand, qui ont été déplacés de différents pays, de Tchécoslovaquie, de Pologne, etc., d'Ukraine et d'autres, qui ont été rapatriés vers l'Allemagne, même si eux n'avaient déjà depuis 300 ans, ils habitaient à Riga, aujourd'hui en Lettonie, ou ils habitaient à Gdansk, qui était dans le Sig, etc. etc. Et ces gens ont été rapatriés en Allemagne. On a vu entre le Pakistan et l'Inde, plus de 20 millions, 25 millions de personnes qui ont été déplacées. C'est comme ça qu'on règle les conflits entre groupes ethniques qui ne s'entendent pas, hein. Donc c'est quelque chose qui est assez classique comme façon de faire. Et puis j'ai envie de dire, il y a une raison politique, et puis là, il y a une raison pratique, c'est la reconstruction de Gaza, avec plus ou moins 2 millions de personnes au milieu, qui, avant des années, pourront pas être logées de manière décente. Bien entendu. Donc, il s'agit de faire tomber évidemment le Hamas et de reconstruire Gaza comme il faut. Alors là, quand on s'appelle Donald Trump et qu'on veut proposer des choses absolument radicales, disruptives, je dirais, alors on peut proposer des idées complètement, qui nous paraissent complètement folles, que personne n'aurait osé même proposer comme un scénario utopique ou dystopique. C'est de dire, bah, écoutez, imaginons qu'on enlève ces gens et qu'on crée là-bas, imaginez, un genre de Dubaï, un genre de zone extraordinaire qui serait sous domination américaine. Où on aurait là-bas une zone avec des plages, des hôtels, des choses exceptionnelles. Et bon, et puis la population qui est locale, de toute façon, ça va coûter tellement cher à tout reconstruire qu'autant faire ça d'une manière, non pas par de l'argent humanitaire et de la bienveillance, mais par des investisseurs économiques qui vont y trouver leur compte, puisqu'ils vont créer là-bas, comme on a à Orlando, à Miami, des très belles plages, une très belle population qui serait quelque chose, peut-être une zone franche internationale où viendraient aussi différentes sociétés, qui serait peut-être même un endroit américain, quelque part dans cette région, qui serait aussi évidemment au niveau militaire et géostratégique, une base américaine de quelque chose de plus intéressant pour les Américains, d'avoir une petite enclave américaine quelque part. Donc vous voyez, donc l'idée peut aller très très loin. Qu'est-ce qu'on va faire des 2 millions de personnes? Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 millions de personnes? Alors c'est sûr que si on les emmène en Jordanie, bah, ça va transformer la Jordanie en pays totalement palestinien. Ça sera l'État palestinien dont beaucoup de gens rêvent et qui disent enfin les Palestiniens aussi ont droit aussi à une souveraineté nationale. Et bah, évidemment, ça s'entraînerait avec des violences. Ça ne sera pas forcément, en tout cas, le roi de Jordanie actuel ne voudra certainement pas de cette solution-là, même si on lui propose des dizaines et des centaines de milliards de dollars. Mais Trump est quand même parfois à des moyens de pression. Donc ça, c'est toutes autres choses. Donc, qu'est-ce que se passe avec nos sondages? J'en arrive à votre question maintenant. C'est tout ça, c'était pour un peu donner le contexte. Et qu'est-ce qu'on passe avec ce sondage? Le sondage israélien nous dit les choses suivantes. D'abord, il y a un grand décalage entre les juifs et les arabes.
israéliens. On ne pense pas du tout pareil. Les Arabes israéliens ne sont pas du tout contents, sans surprise, hein. Ils doivent se dire: «On est les prochains sur la liste», donc on n'a pas du tout envie d'être, dans cette histoire. Et par contre, chez les Israéliens, on a des choses incroyables. On a 53 d'Israéliens qui pensent que c'est une très, très bonne idée. On a 27 qui nous disent, je crois, ou peut-être des chiffres, faudra vérifier, 27 qui disent: «C'est une très bonne idée, mais» et je suis pour, mais c'est irréalisable, c'est Je quelque n'y chose crois pas. ils n'y croient pas. Et puis on a que 3 qui trouvent que c'est immoral. Alors là, c'est complètement nouveau, puisque cette idée de transfert de population était une idée qu'on connaissait de Lieberman, qu'on a entendu chez Ben Gvir, qu'on a entendu chez le Rav Kahana, chez des gens, des extrémistes d'extrême droite tout le temps, et ça a toujours été condamné. Or, il y a plus que 3 de gauchistes en Israël, de gens qui étaient pour la paix, ou qui étaient pour deux États, etc. Là, on est en train de nous dire: écoutez, cet Israël, comme nous a montré Donald Trump, c'est par rapport à ce stylo. Vous voyez, c'est la pointe du stylo sur la carte de l'immense monde arabe, de millions et de millions de kilomètres carrés. Donc écoutez, il n'y a pas de place, là, on ne va pas couper ça en deux, ça n'a pas de sens. Reprenons, au lieu de prendre juste la terre d'Israël avec les territoires palestiniens, aujourd'hui, bon, évidemment, en ce cas-là, Israël, c'est David et l'autre, c'est Goliath. Israël, c'est Goliath et les Arabes sont David. Là, il va nous dire: bon, on reprend tout le monde arabe, on revient au conflit non plus israélo-palestinien, mais au conflit israélo-arabe et ou judéo-arabe. Et là, on se dit: bah écoutez, bah non, regardez toute la surface du monde arabe. Maintenant, il faut arrêter de vouloir gratter encore un peu d'Israéliens, un peu de terre. Donc, il dit, en gros, il faudrait annexer peut-être la Cisjordanie, déplacer ces populations, les mettre ailleurs, faire du grand ménage, quoi, un grand ménage. Et ça paraît complètement affolant. On ne sait pas si Donald Trump et pour la provocation, pour peut-être qu'à un moment, il va arriver à l'Arabie Saoudite et va leur dire à l'Arabie Saoudite: bon, on va, écoutez, j'ai compris que vous voulez pas qu'on pousse cette population de Gaza. Bon, alors on va retirer notre demande». Donc il a fait une fausse demande, ce qu'on appelle souvent en géopolitique une chèvre. Ça veut dire qu'on fait rentrer une chèvre pour qu'après les gens disent: «Enlevez-moi cette chèvre», pour qu'on puisse faire un accord avec l'Arabie Saoudite, puisque le but, évidemment, c'est d'arriver à une paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est quelque Alors, chose de tellement Je aberrant que vous ça peut interromps arriver, parce qu'il en y tout a, il y cas. a énormément de choses très intéressantes dans ce que vous dites. Je reviens sur un élément que vous soulignez sur ce sondage, c'est le fait que sur les personnes que vous interrogez, parmi donc les juifs israéliens, que 3% trouvent immorale cette idée de déplacement de population. Et vous le soulignez avec, moi, ce que j'entends, le fait que peut-être que depuis le 7 octobre, une partie de la gauche en Israël a radicalement changé d'idée quant à la question du vivre à côté des Palestiniens de Gaza. C'est un peu ça ce que vous vouliez dire? Bien sûr, ça veut dire que ça confirme d'autres sondages qu'on avait avant. On n'avait pas été du tout surpris par les résultats de ce sondage, bien entendu. On savait déjà que depuis le 7 octobre, il y a une majorité des Israéliens qui pensent que le désengagement de Gaza en 2005 était une erreur, voire que les accords d'Oslo étaient une erreur. Et que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont basculé et qui ont cru jusqu'à présent qu'on pouvait avoir du vivre ensemble. Mais quand on a vu les barbaques qu'on avait en face de nous et ces gens-là, on a dit: il est évident qu'on ne pourra jamais faire une solution. Ils ne pensent pas de la même manière que nous. C'est pas qu'on est en train avec des Suisses ou avec des Autrichiens qui, une fois qu'ils ont dit une parole, de dire qu'on va en séparer. Si le problème était qu'un problème de territoire, un territoire, c'est l'avantage, c'est que ça peut se séparer. Mais si les gens d'en face de nous disent que de toute façon, ils ne veulent pas avoir un seul juif sur cette terre, alors, ou en tout cas certainement pas une souveraineté juive, alors évidemment il n'y a pas de discussion possible, pas de compromis possible. On peut faire un compromis territorial, mais pas un compromis au niveau de l'identité. Donc, oui, ça a changé, les Israéliens ont basculé, on l'a vu à différents domaines. Ils sont aussi devenus plus proches de l'identité, plus proches de la religion. Il s'est passé beaucoup de choses, il se passe un grand changement dans la société israélienne. L'idée de 2 peuples 2 peuples pour 2 États, c'est une idée qui n'a plus d'ancrage aujourd'hui dans la société israélienne pour l'instant. Mais allez savoir Jérôme, allez savoir si demain, Donald Trump va nous dire: «Écoutez, finalement, je suis revenu sur mes positions. Cette nuit, j'ai pensé à une nouvelle idée et on va faire quand même, 2 États pour 2 peuples et puis on va vous donner un terrain et moi je vous garantirai qu'ils vous embêteront pas», et bon, il peut proposer toutes sortes de choses. On peut même pas imaginer ce qui peut arriver comme idée. Donc il faut savoir qu'on a affaire à une situation extrêmement, bouleversante, et tout ce que je vous dis maintenant, il est possible que demain matin, tout ce que je vous dis maintenant sera totalement renversé, puisqu'il y a 2 jours, on ne pensait même pas aux idées qu'ils nous ont dit. Voilà. Mais quand même quelque chose d'assez intéressant à ce Mais niveau-là quand même que je c'est voudrais très rajouter. intéressant et je reviens alors sur ce 2e point que j'ai relevé, cette idée de chèvre effectivement que le grand public a pas forcément dont il a pas forcément conscience. C'est le fait de lancer des propositions extrêmes, absurdes,
qui vont amener la partie partenaire à proposer autre chose qu'il n'aurait pas proposé autrement, mais pour réagir par rapport à cette première proposition. Alors regardez, on va prendre l'exemple de l'Égypte. Alors, Donald Trump est en train de leur dire quelque part. Il leur dit: «Écoutez, ça fait 80 ans, vous nous dites: "Non, on oppose à l'État juif parce qu'il y a les Palestiniens. Les Palestiniens aidés", et vous nous gonflez la tête depuis 80 ans avec vos Palestiniens. Vous embêtez Israël, vous embêtez les Américains à cause de vos Palestiniens. C'est à cause de ça qu'on n'a pas la paix ici, c'est à cause de ça qu'on a tous ces problèmes. Donc vous les aimez tellement, les Palestiniens, ben prenez-les chez vous, on vous les donne gratuitement. Et enfin, quitte, on vous en rajoute encore pour chaque Palestinien que vous prenez, on vous en donne encore un deuxième. Donc, et là, tout à coup, les gens sont obligés de se pousser dans le retranchement. Ils disent: «Non, non, 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 on ne veut pas de ces gens. C'est des terroristes, c'est des gens insupportables. C'est un problème pour la sécurité nationale égyptienne». Donc, tout à coup, il les a poussés dans le retranchement à dire des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire avant. Et là, il est obligé d'accoucher la parole qu'on attendait, qu'Israël est quand même content d'entendre, que dire: «Bah, écoutez, on a un problème avec cette population». Donc, et d'un autre côté, on a un vrai problème humanitaire. On a un vrai problème, 2 millions de personnes dont personne ne veut. Évidemment, ça nous rappelle des choses de l'histoire du peuple juif. Donc on se dit quand même, il y a un drame humain quelque part qu'il faudrait trouver, que ce soit au Rwanda ou en Albanie ou en Indonésie, ou les distribuer parmi la France. Pourrait faire un échange standard, 500 000 juifs de France contre 500 000 Palestiniens, puis on fait un deal à la Donald Trump, vous savez, c'est possible. On vendra aux gens des choses, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on sait, même si c'est, j'imagine, extrêmement compliqué, s'il y a une partie au moins des Gazaouis qui accepteraient de bouger en Jordanie, en Égypte, ailleurs dans le Moyen-Orient, voire au-delà en Europe? Alors, Zvi Yehezkeli sur I24 News, la télé qu'on connaît tous en français et qui a ouvert maintenant une antenne en hébreu depuis quelques mois, pas très longtemps, 1 an et demi peut-être. Et Zvi Yehezkeli a dit: «Écoutez, il suffit d'ouvrir les frontières, hein, vous allez voir. Ouvrez la frontière avec l'Égypte, vous allez voir combien de personnes vont partir». Et là, vous allez voir qu'évidemment, on va avoir des centaines, voire plusieurs centaines de milliers de Gazaouis qui vont partir parce qu'ils sont vraiment très, très intéressés d'améliorer leur situation individuelle. Ils ne sont pas des fanatiques du Hamas. Vivre sous le Hamas, c'est pas non plus une tasse de thé pour personne. Donc, vivre sous un totalitarisme islamiste, ça n'intéresse pas beaucoup, même s'ils sont capables, ils sont très forts en mise en scène et en montant des spectacles comme si tout le monde était d'accord avec eux, comme savent faire tous les régimes dictatoriaux. Mais l'immense majorité de la population veut partir de là-bas. Et si on leur donne la possibilité de partir, déjà ne fait que même que cette idée est venue. Vous comprenez cette idée? Regardez qu'est-ce que ça a comme implication au niveau mondial. Il faut regarder un peu en géopolitique pour regarder ce qui se passe. Je sors un livre sur la guerre d'Ukraine et les implications sur le monde juif et israélien. Le fait que Poutine a dit: ben, écoutez, c'est fini les accords de Yalta et les accords de Westphalie de 1648. Aujourd'hui, ben, normalement, on apprenait qu'il y avait la souveraineté nationale, on n'a pas le droit d'aller chez les voisins. Mais maintenant, si on revient depuis l'histoire du monde, depuis l'histoire du commencement de l'humanité, eh ben, ça a toujours été le plus fort écrase le faible, il prend ce qu'il a envie et le faible se tait. Et c'est comme ça parce que c'est la loi du plus fort. Et tout à coup, depuis 1945, on avait dit: ben non, on veut pas de ce genre de choses. Et on a eu il y a eu très peu de transgressions de ce genre de choses. Et puis tout à coup, Poutine a changé la donne. Il a dit: bah finalement, on est dans un nouveau modèle maintenant où celui qui est fort, il a le droit de prendre. Donc, l'Azerbaïdjan va prendre l'Arménie. Nous, on va prendre le Donetsk et la Crimée. Ben, la Chine va prendre Taïwan. Et puis, voilà, peut-être Israël prendrait le sud du Liban, une partie du Golan. Et puis voilà, des choses vont se rejouer d'une autre manière en rétablissant ces périodes transitoires. Donc, on a vu que ce qui s'est passé en Ukraine, s'est passé dans la guerre d'Ukraine, a eu un impact au niveau des conventions mondiales de ce qui est pensé. Parce que ça veut dire que le changement de transfert de population qui paraissait aberrant il y a à peine une semaine, aujourd'hui, peut se dire, même en Europe, se dire qu'est-ce qu'on fait avec ces millions d'immigrants non européens qui sont là et qui nous dérangent, etc. D'un coup, si c'est possible là-bas, pourquoi pas chez nous? Et pourquoi pas, on peut aussi réimaginer ce qui s'est fait très souvent dans l'histoire, qu'on ait une minorité grandissante qui menace la majorité existante. Ben, en général, il y a eu une expulsion. On a eu un transfert de population. On a dit que ces gens qui dérangeaient, ben, finalement, s'ils ne veulent pas vivre ici et accepter notre identité et notre culture, vont partir. Même en Israël, on peut imaginer que
qu'avait dit un jour Feiglin quand il était proche du gouvernement. Il avait dit, bah, écoutez, on n'a jamais demandé aux Arabes israéliens s'ils veulent avoir la nationalité israélienne. On leur a imposé en 48. Il est temps maintenant qu'on leur demande quel est votre avis. Vous voyez, je dis ça, je n'ai pas de position politique, je dis simplement, voilà ce qu'avait dit Feiglin. Ben, c'est peut-être une idée qui va pouvoir revenir sur le tapis et tout à coup, on va dire, ben oui, finalement, que ce soit les Arabes ou les Juifs, vous arrivez à 18 ans, vous voulez être israélien avec tout ce que ça comporte, vous voulez pas la nationalité israélienne, dans ce cas-là, vous devez décider qu'est-ce que vous faites de votre vie ou qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, votre identité, et quels sont le lieu où vous voulez habiter et quel c'est votre statut de citoyenneté, etc. Donc on peut aussi reimaginer, on est en train de changer les cartes pour l'instant avec des choses qui nous servent, mais il faut se rappeler, ça c'est très très important, Géraud, très très important, c'est que dans l'histoire du peuple juif, on a des mouvements de balancier. Hein, quand on regarde l'histoire de Pourim, on a un moment, c'était Haman qui était le conseiller aux affaires juives, et puis ensuite c'est Mordechai au conseiller aux affaires juives. Un jour, pendant 4 ans, on va peut-être avoir un Donald Trump très gentil avec nous, et puis dans 4 ans, on va avoir une autre administration américaine qui sera totalement opposée à nous. Donc, cet renforcement de cette administration américaine et avoir une base notamment à Gaza ou par ailleurs, cette présence américaine très proche de nous, ça nous paraît quand ça nous sourit, ça nous paraît très bien, mais il faut se rappeler que demain, tous les 4 ans, ben, il y a un changement aux États-Unis qui peut devenir autrement. Tout à fait. Et puis on sait que les choses vont très vite. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on voit que parmi les proches conseillers de Trump, et notamment sur tout ce qui va concerner l'ONU, le Moyen-Orient, on sait que c'est des grands soutiens d'Israël, que le premier chef d'État qui est reçu à la Maison-Blanche, c'est Benjamin Netanyahou. Maintenant, je reviens sur cette idée de déplacement de population. On a évoqué le cas de la Jordanie. Si on revient sur le cas de l'Égypte, les choses sont un peu différentes parce qu'on sait que l'Égypte a une surpopulation chronique, qu'elle a des problèmes économiques, elle n'arrive pas à nourrir toute sa population. On parle d'un pays qui est gigantesque avec 130 ou 140 millions de personnes, donc qu'ils accueillent quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de Gazaouis, notamment dans le Sinaï qui est quasiment inhabité. Les États-Unis demain pourraient quasiment l'imposer à l'Égypte qui est dépendant économiquement et militairement. Voilà, exactement. C'est ce qu'a dit Donald Trump à Netanyahou en lui disant bon, ils vont nous écouter parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, ils sont complètement dépendants. La survie du régime. Ce qu'il faut regarder à chaque fois, c'est la survie du régime. Donc en Jordanie, la survie du régime est mise en danger par une arrivée de quelques centaines de milliers de Palestiniens du Hamas. Et en Égypte, c'est pas forcément la même chose. On peut faire un cloisonnement géographique, on peut empêcher ces gens-là de débarquer jusqu'à sortir du Sinaï, on peut mettre un système d'une enclave, de l'autre côté. On peut dire que c'est temporaire ou c'est permanent. Ce qui est intéressant, c'est aussi le langage, c'est-à-dire que pendant le début de la guerre, les pressions internationales étaient de demander à Netanyahou: «Dites-moi, c'est quoi votre plan pour après? Qu'est-ce que vous faites maintenant?» Il a rien dit, simplement tout le nord de la ville de Gaza, de la région de Gaza a été rasé complètement et aujourd'hui, eh ben, c'est les faits qui sont à l'état des lieux. Finalement, eh ben, la population n'a plus où aller et donc là, il va falloir trouver une autre solution. Donc il est parfois intéressant au niveau géopolitique, on le voit chez les gens qui sont des grands politiciens, des grands statisticiens, des gens qui font de la tactique et qui font de la stratégie, ben, en fait, c'est de ne pas forcément dévoiler exactement où vous voulez aller et laisser les gens rêver ou penser ce qu'ils ont envie et puis après avancer par étapes, avancer masqué. On est dans la diplomatie, si on est dans la diplomatie, on est dans la guerre, on n'est plus pour la transparence de ce qu'on veut faire. Le mieux, c'est de garder les cartes proches de la poitrine et ne pas montrer ce qu'on veut faire et simplement, c'est nous qui notre travail, à vous, à moi, c'est d'interpréter, de penser les différents scénarios et pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est trompé tout le temps en permanence donc il faut avoir un peu de modestie, un peu d'humilité dans ces analyses, prospectives, parce qu'on voit bien que les choses peuvent se passer complètement différemment. L'homme pense et Dieu rit, on dit, Exactement. en yiddish. Et ben, voilà, L'homme on est croit en train maîtriser de son destin. voilà, nous essayons de maîtriser notre destin, c'est pas toujours dans nos mains. Parfois, il faudrait même mieux peut-être prier parce que c'est pas vraiment pas dans nos mains, quoi, tout ce qu'on est en train de faire. Il s'agit de savoir que nous, on a un rôle à faire, on essaye de le faire. On a pour l'instant, les évangéliques. J'ai sorti un livre sur les évangéliques il y a 2 mois. Donc un livre sur les évangéliques, américains, sur comment travailler avec les évangéliques, comment faire des nouvelles activités avec eux, comment renforcer les liens avec eux et cetera. Donc on a en effet, on a beaucoup d'ennemis dans le monde mais on a quand même 700 à 800 millions d'évangéliques, de chrétiens évangéliques qui aiment beaucoup Israël, qui disent que ceux qui sont avec Israël seront bénis, suivant le verset
de la Genèse chapitre 12 verset 3 qui dit que Dieu dit à Abraham: «Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront, je les maudirai». Donc il faut savoir qu'il y a tout un groupe de gens dans le monde qui en plus, en général, les gens aiment les gens qui sont forts. Donc plus on va montrer qu'on est fort, qu'on est sans transition, qu'on est on est intransigeant face au terrorisme, face à l'horreur et la barbarie, et qu'on va prouver qu'on est capable de contribuer à appliquer ce qu'on rêve, les gens vont dire, voilà, on veut des... Et là, on va avoir énormément dans le genre de monde, on peut avoir un basculement, y compris en Europe. La même manière qu'on a vu ces 3% d'Israéliens qui s'opposent à ce projet, alors que c'était aberrant il y a à peine un mois ou 2 mois, personne n'aurait osé proposer une chose pareille. Et ben tout à coup, aujourd'hui, on voit que les gens, une fois qu'on voit que c'est les Américains qui proposent, que c'est fait d'une manière propre, alors les choses peuvent changer. Donc il faut avoir beaucoup Mais d'espoir alors, et j'ai réfléchir une hors de la boîte. dernière question de Maïmon par rapport à tout ça, c'est que on est encore dans cette guerre avec le Hamas, avec les opérations jour et nuit en Cisjordanie, à la frontière ou dans le Liban, sur le Golan, la menace iranienne, les Houthis sont toujours présents. Donc les choses ont bougé, on est dans cet accord avec le Hamas, mais on est encore complètement dans cette guerre. Il y a cette proposition bombe qui arrive. L'avenir est très incertain. Est-ce que selon vous, les choses vont bouger rapidement, en tout cas sur les projets, sur l'avenir de Gaza ou sur l'avenir des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, où on rentre dans un processus de négociation et il faut s'attendre à un temps relativement long? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire puisqu'on a en face de nous des gens qui sont absolument imprévisibles. Nous avons un Donald Trump totalement imprévisible qui, lui, veut le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, son agenda, lui, c'est que c'est en 7 ans que ça se décide. Et donc, il est quand même très pressé d'avoir des résultats. Il veut être prix Nobel de la paix. S'il arrive vraiment à faire un accord avec l'Arabie saoudite, il aura son prix Nobel. Pour y arriver, il va devoir y mettre les moyens. Il n'a pas envie forcément qu'il y ait des soldats américains qui meurent pour Gaza. Donc, ça va pas se passer comme ça va se passer avec peut-être des grands paquebots, des porte-avions qui vont se mettre devant Gaza et qui vont faire le ménage quand il faudra et dire aux gens: «Vous nous envoyez les otages, s'il vous plaît. Je veux tous les otages d'ici 2 jours, sinon je rase tout». Enfin, tout est possible. On a affaire à on coupe l'eau, on coupe ça, on coupe l'eau à l'Égypte, on coupe l'eau, l'électricité à la Jordanie, on coupe l'eau à voilà, il a les moyens sont absolument exceptionnels. On a affaire à une nouvelle donne. Ça vaut le coup de penser des fois qu'il faut faire rentrer des outsiders dans l'économie et dans la politique plutôt que continuer à faire toujours la même chose. Et qu'il faut rentrer des gens qui ont des autres idées parce que c'est vrai en rebattant les cartes, on peut arriver d'autres choses. Donc tout peut arriver. Normalement, on s'attend à quelque chose avant septembre pour qu'il y ait un prix Nobel. Donc, voilà. Donc, oui, par rapport à ça, on peut être optimiste. Est-ce que ça peut se retourner contre Israël? Ça, c'est peut-être la chose qu'on doit tous penser. Oui, il peut aussi demain. De la même manière qu'avec l'Ukraine, il est prêt à sacrifier l'Ukraine. Une des grandes leçons de la guerre d'Ukraine, on en reparlera peut-être dans 3 semaines quand le livre va sortir, c'est qu'on ne peut pas compter sur les grandes puissances pour nous protéger. On savait déjà depuis la Shoah, mais là, ça veut dire que Donald Trump peut tout à fait sacrifier l'Ukraine pour avoir un accord de paix mondial avec Poutine et avec la Chine, en disant: «Écoutez, l'Ukraine, ça m'intéresse pas vos histoires. On va faire une discussion entre moi et Poutine et monsieur Vladimir ne sera pas invité, pas Poutine, mais évidemment le président de l'Ukraine ne sera pas invité et voilà, on va décider». Donc on peut être sacrifié nous aussi dans un projet entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Donc on n'est pas totalement confiant. On ne sait pas, peut-être qu'il va faire un accord avec l'Arabie saoudite. Écoutez, Israël va devoir se plier avec Jérusalem comme capitale d'un État palestinien et on va devoir probablement se plier à ce genre de choses. Il y Euh, aura certainement des contreparties, même si on a envie de croire à des scénarios qui sont en faveur d'Israël. Ce que vous dites me fait penser à cette phrase qu'on dit en diplomatie, qu'en diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, effectivement, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait et si les décisions seront forcément pour tout en faveur d'Israël. voilà, merci. Affaire à suivre et merci Affaire à pour cet suivre. Merci entretien. beaucoup pour votre analyse, Dov Maïmon. À très bientôt sur Tandem TV. Au revoir. Merci. Au Et bonne revoir. journée.